Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la place de l'écologie dans la campagne des européennes. Rarement les questions environnementales ont été aussi présentes dans le débat. Aujourd'hui, tous les partis politiques s'en emparent. Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé une batterie de mesures pour préserver la biodiversité. Est-ce un vrai virage ou un concours l'épine de celui qui sera le plus écolo? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir deux sénateurs et sénatrices, François Patriat à Laurence Rossignol. Nous reviendrons sur le cas de Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur s'est attiré les foudres de pas mal de monde après ses propos sur la Pitié-Salpêtrière. Il a été sommé de s'expliquer à nouveau cet après-midi même au Sénat. A-t-il été convaincant? Nous poserons la question à nos invités dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi le deuxième anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron. L'occasion de faire le bilan, de revenir sur les grandes étapes qui ont marqué la première partie de son quinquennat. On en parle ce soir avec notre invité, Emmanuel Rivière, politologue à Kantar. D'abord, les réactions à ce deuxième anniversaire avec Jonathan Dupriez. 7 mai 2017, l'ancien ministre de l'économie est élu à 39 ans, plus jeune président de la République française. Fort d'une large majorité aux législatives, il met en place ses réformes à un rythme effréné. Beaucoup de Français pouvaient souscrire à cette ambition réformatrice. Force est de constater qu'elle s'est heurtée à la méthode qu'il a employée, c'est-à-dire la verticalité, l'absence de concertation et de prise en considération de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Le contexte est favorable. Emmanuel Macron est crédible sur le plan européen et international. Paris remporte les Jeux Olympiques et les Bleus la Coupe du Monde de football. Mais l'affaire Benalla vient gripper la dynamique présidentielle. Je prends l'affaire Benalla pour ce qu'elle est. Une affaire personnelle, une dérive personnelle, grave par ailleurs, mais qui n'entache en rien la politique globale du gouvernement par ailleurs. Les réformes sont à l'arrêt. Des ministres de premier plan comme Gérard Collomb ou Nicolas Hulot démissionnent. Un tournant s'opère à l'automne 2018 avec la crise des Gilets jaunes. Au congrès de Versailles 2018, le président Macron avait commencé son propos, rappelez-vous, par « Oh, je sais aussi douter, je sais que tout ne va pas bien, etc. etc. » Et puis on a eu la crise des Gilets jaunes. Ce qui signifie qu'il y a un décalage entre les propos et la réalité des faits ressentis par les Français. Pour sortir de la crise, 10 milliards d'euros sont mis sur la table. Parallèlement, il lance le grand débat, mais sa restitution ne convainc pas. Pour l'opposition, les maux du pays sont toujours en suspens. Emmanuel Macron a voulu sortir du clivage droite-gauche, mais il a, si j'ose dire, revitalisé un clivage beaucoup plus conflictuel entre le haut et le bas, entre le peuple et les élites. Et ça, c'est hautement conflictuel. À l'approche des européennes, Emmanuel Macron mise sur le scrutin pour reprendre la légitimité que la rue lui conteste. Avec nous pour l'entretien ce soir, Emmanuel Rivière, politologue à Kantar. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. 2 ans après son élection, comment les Français jugent-ils Emmanuel Macron? Nous avons posé la question, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, et le jugement est assez sévère. 2 ans après, on a 19% des Français interrogés qui jugent ce bilan positif, 17% qui s'en disent satisfaits, donc les autres déçus, ce qui place Emmanuel Macron à peine au-dessus des niveaux qu'on avait pour François Hollande. Donc il fait un peu référence en termes de difficultés avec l'opinion, et une dizaine de points en dessous de Nicolas Sarkozy, au même stade de son mandat. Donc, puisque vous en parlez, peut-être on va regarder le tableau. On l'a préparé absolument. Effectivement pour Jacques Chirac. 64% des sondés jugeaient son bilan négatif. Nicolas Sarkozy, c'était 63%. Seul François Hollande avait fait pire qu'Emmanuel Macron, si je ne me trompe pas. 76% tiraient un bilan négatif de son mandat au même moment, c'est ça? Au même moment. Vous avez pris les négatifs, ce qui effectivement correspond à l'orientation principale. Et lorsqu'on regarde le détail, c'est vrai qu'il y a des éléments aggravants qui doivent alerter sans doute la majorité. Le fait que chez les sympathisants de la République En Marche, il n'y en a finalement que les 3/4 qui se déclarent à ce stade satisfaits. Et plus grave encore, il y a moins de la moitié des électeurs du premier tour, du socle électoral de 2017, qui se déclarent aujourd'hui satisfaits du bilan. Donc voilà, on sent bien qu'il y a aujourd'hui, alors après, évidemment, le paysage politique est sinistré. Et vous rappeliez les niveaux des prédécesseurs. On constate de toute façon depuis une quinzaine d'années un discrédit, une défiance, générale qui une concerne insatisfaction tous les responsables qui est de plus en plus forte et de plus en plus forte à l'égard en particulier de la personne du chef de l'État. À partir de quand ça s'est gâté, si j'ose dire, pour Emmanuel Macron? On arrive à situer ça? Oui, ça s'est gâté véritablement au début de l'année 2018, mais ce n'était pas aussi spectaculaire que cela.
mais en gros avoir une année 2018 qui commence avec des Français qui vous disent le principal problème, la principale attente, c'est le pouvoir d'achat. Au moment où le gouvernement se met soi-même, d'ailleurs, à l'agenda les questions de pouvoir d'achat, mais d'une manière, en différant un certain nombre de réductions de taxes ou d'annulations d'impôts, tout en appliquant tout de suite la hausse de la CSG, ça pose un certain nombre de problèmes. Et je pense que c'est là que le bas a commencé à blesser. Je pense que le gouvernement, la majorité se disait, on a une copie là, qui est juste, qui taxe moins le travail, davantage les retraités, négligeant peut-être plusieurs problèmes. 5 euros que vous retirez quelque part vaudront toujours plus que 5 euros que vous ajoutez à la fin du mois. Qu'une réduction de revenus immédiate, elle coûtera toujours plus cher politiquement qu'une compensation qui viendra quelques mois plus tard. Et puis, je pense aussi qu'évidemment, sur ce terrain fragile, se sont ajoutés un certain nombre de crises et qu'aujourd'hui, ce qui a été rendu aux Français en termes de pouvoir d'achat, les gestes qui ont été faits, évidemment, ce qui est arraché par une contestation sociale, ça a également moins de valeur que ce qu'on va donner spontanément. Et tout ça a créé sans doute un déséquilibre entre une copie que le gouvernement pensait juste et qui lui permettait de se présenter devant les Français en disant « votre pouvoir d'achat, nous l'avons reconfiguré pour valoriser le travail », et une compréhension qui n'était pas là, avec probablement d'ailleurs un diagnostic qui n'était pas là non plus sur l'idée qu'il fallait taxer davantage ou mettre davantage les retraités à contribution. Récemment, sur ce même plateau, un député de La République En Marche a marqué les esprits par sa franchise. C'est Bruno Questel, fin avril, le soir de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir juste après. Jusqu'à l'affaire Benalla, la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, on se croyait les maîtres du monde. Ah, c'est bien que vous le disiez. Je l'ai dit plusieurs... Non, mais j'ai aucun problème avec ça. Je vous avais jamais entendu le dire, je trouve que c'est bien. On se croyait les maîtres du monde, rien ne pouvait nous résister. Alors, justement, 2 questions après cela. Est-ce que l'affaire Benalla a été un tournant, effectivement? Est-ce que la Macronie est tout d'un coup redescendue sur terre? Et est-ce que, finalement, cette Macronie a peut-être un peu péché par orgueil au début, croyant avoir vraiment convaincu les Français? Sur l'affaire Benalla, je pense que effectivement, ça a contribué à faire en sorte que toute cette insatisfaction sur les mesures prises se cristallise autour ensuite de la personnalité réelle ou supposée du chef de l'État. Et que finalement, ce soit une personne qu'on en veuille à ses intentions, à sa manière de voir le monde et à sa manière de voir les gens. Après, je pense que ce que dit Bruno Questel, d'ailleurs, c'est pas très étonnant de sa part, cette lucidité, cette franchise, c'est ce qui arrive souvent aux majorités élues. C'est compliqué de comprendre les raisons pour lesquelles on a été élu, d'en faire véritablement le diagnostic. Et je pense qu'effectivement, il y a une forme d'illusion dans la majorité qui était que ce qu'attendaient les Français, c'était qu'on applique le programme et rien que le programme et tout le programme, et tant qu'on s'y tiendrait, il ne pouvait rien nous arriver. C'était le mantra au début des Gilets jaunes. Hein, tous ces membres du gouvernement qui disaient si on se décrédibilise, on se grillerait si on bougeait d'un iota. Alors, je pense qu'il y a une mauvaise lecture de la période et une mauvaise lecture de 2017. Si Emmanuel Macron a été élu, ce n'est pas tant pour appliquer son programme, ce qui supposerait que les gens le connaissent par cœur, que pour changer la politique et la manière de faire de la politique. Et l'affaire Benalla a joué un facteur aggravant en donnant le sentiment que finalement, de ce point de vue-là, rien n'avait vraiment changé. En quelques secondes, vous pensez que c'est rattrapable, d'après ce que l'histoire des sondages peut nous raconter, peut nous enseigner sur ses prédécesseurs ? Oui, je pense que ça a déjà été rattrapé. Même si Nicolas Sarkozy partait de moins loin, il a rattrapé quelque chose. Ensuite, rattraper jusqu'à se faire réélire, c'est une autre paire de manches. Les Français, ils se nourriront à l'approche des échéances, c'est ça qu'on entend par rattrapable, de résultats. Et de ce point de vue-là, il y a sans doute aussi une déception. On n'a pas à ce point le sentiment que la France va mieux, que son économie va mieux, qu'elle crée des emplois. Ce rendez-vous-là n'est pas encore forcément raté, mais ça fera partie des éléments sur lesquels Emmanuel Macron sera évidemment jugé. Merci beaucoup Emmanuel Rivière d'être venu nous éclairer ce soir, politologue à Kantar. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant François Patriat à Laurence Rossignol. Nous reviendrons sur ces questions au gouvernement très largement consacrées cet après-midi au maintien de l'ordre du 1er mai. 4 questions sur le sujet, dont 3 adressées très directement à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas passé loin d'une audition au Sénat. A-t-il mis un terme enfin à la polémique? On va en débattre avec nos invités juste après ce sujet de Sandra Cerquera. Des manifestants entrés de force le 1er mai dernier à l'intérieur de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Sur place dans la soirée, Christophe Castaner condamne une attaque, ce qu'il confirme sur Twitter. Mais selon les images de l'incident et les témoignages, les personnes présentes dans l'hôpital
se sont réfugiées sous l'effet de la panique. Elles affirment avoir fui les violences policières. Le ministre de l'Intérieur se retrouve alors sous le feu des critiques, forcé face à la polémique de corriger le tir et de faire un mea culpa. Il reconnaît qu'il aurait plutôt dû utiliser le terme d'intrusion violente. Depuis, des voix se sont élevées au sein de l'opposition, France Insoumise et Rassemblement National notamment, pour réclamer la démission du ministre. Au Sénat, à droite comme à gauche, on continue de demander des comptes au ministre de l'Intérieur. On a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Que s'est-il passé exactement à la Pitié-Salpêtrière le 1er mai? Et si vous avez été induit en erreur par de fausses informations, quelles conséquences en avez-vous tiré? Pouvez-vous enfin reconnaître qu'émettre des mensonges ou des contre-vérités, même si on modifie son propos ultérieurement, pour salir le mouvement social lorsqu'on est ministre, relève du scandaleux et de l'inacceptable? Vous le savez, jamais, je crois, dans l'histoire d'une manifestation, on a eu ce genre de situation où on a pu successivement attaquer un commissariat, une école et rentrer de force, puisqu'il y a eu bris de serrure dans un hôpital. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce mot qui, au vu des événements le lendemain, mais surtout au vu de la polémique qui a été née et qui mettait du coup en cause la qualité exceptionnelle du travail de nos forces de sécurité, j'ai souhaité faire évoluer le mot en prenant celui de la directrice et donc d'évoquer une intrusion. Même fragilisé, Christophe Castaner peut compter sur le soutien du Premier ministre et de la majorité, mais pour combien de temps ? Et avec nous pour le match des idées ce soir, François Patria, bonsoir, sénateur La République En Marche de la Côte d'Or, président du groupe LREM au Sénat, et Laurence Rossignol, bonsoir et bienvenue à vous, sénatrice PS de l'Oise. François Patria, 4 questions autour des questions de sécurité visant Christophe Castaner. Les sénateurs ont, semble-t-il, voulu frapper fort cet après-midi. Certains voulaient même l'auditionner. Comment vous voyez cela? Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré? Quel est votre regard ou au contraire, vous le comprenez? Je trouve qu'il y a de l'outrance dans cette démarche. Parce que l'actualité d'aujourd'hui, il y a d'autres activités économiques, de bonnes nouvelles économiques, de l'argent réagit dans l'économie, pour les gens qui travaillent aujourd'hui, pour la prime d'activité, pour les gens qui ont la prime exceptionnelle, qui sont versés, c'est presque 9 milliards. Et on nous parle aujourd'hui d'une polémique autour d'une déclaration de Christophe Castaner. Moi, je veux m'associer aux propos du Premier ministre. Je n'ai jamais vu dans ma vie politique, certains me reprochent d'être fois trop longue, un ministre de l'Intérieur, à peine nommé, faire face à 25 journées de manifestations où la violence la plus extrême a été exercée. Et rappelez simplement ce qu'a dit le ministre, tout ça. Quand des gens s'attaquent à une école, quand ils veulent envahir un commissariat de police, quand ils rentrent par réfraction dans un hôpital, parce qu'il n'y a pas eu seulement la porte de cassée, on a vu les gens sur les passerelles, et que le personnel fait part de cela au ministre, que le ministre réagit avec des mots sur lesquels il est revenu. Et c'est pas si souvent que la contrition existe quand un ministre le fait. Je trouve que voilà, c'est un épiphénomène de la vie. Il y aurait pu avoir des drames le 1er mai. Il n'y a pas eu de drame. Il y a eu cette intrusion. Mais de là à demander la démission du ministre, c'est plusieurs fois. C'est rituel. Je trouve cela un peu dérisoire. Démission, demande d'audition. On a même parlé de commission d'enquête. Laurence Rossignol, votre position? Écoutez, dans cette affaire, ce qui est assez compliqué, François Patria disait à l'instant, il y a de l'outrance. Mais on a l'impression qu'il y a de l'outrance aussi chez Christophe Castaner, dans son expression. Et qu'il est pris dans quelque chose, on se demande si c'est lui qui maîtrise réellement sa fonction, ce qu'elle impose. Comment vous dire, l'outrance chez Christophe Castaner, elle est là dans les mots employés, mais elle est, par exemple, dans cette photo ridicule qu'il publie en rentrant de Nouvelle-Calédonie, où il va se faire prendre en photo tout seul au milieu de Notre-Dame, dans une attitude d'espèce de recueillement. La photo est ridicule. On a des éléments de ses soirées, de sa vie privée qu'on ne devrait pas savoir. Il y a quelque chose chez lui où on se demande, est-ce qu'il a bien compris quelle était la fonction ? Est-ce qu'il a bien pris la mesure de ce que c'est qu'un ministre de l'Intérieur? Alors, c'est vrai, il a affaire à des manifestations. Ses prédécesseurs ont eu affaire à des attentats terroristes et à une situation extrêmement dramatique aussi. Malheureusement, ça fait partie du job de ministre de l'Intérieur depuis déjà maintenant quelques années que de devoir affronter ça. Après, le fait qu'il ait fait un mea culpa, vous y avez été sensible, François Patria? Vous savez ce que ça m'a évoqué?
c'est la même majorité, le même gouvernement qui nous a fait voter une loi sur les fake news il y a quelques mois, où on était quand même tous assez dubitatifs et assez réticents à ce que la question des nouvelles soit soumise à la justice et de l'information, d'un contrôle de l'information. On se dit, des fois, on les écoute et on se dit, mais franchement, la loi fake news, il serait mieux de se l'appliquer comme morale quotidienne plutôt que d'essayer de l'infliger à tout le monde. Donc, mais quand même, la deuxième chose que je veux dire, c'est que ce qui est gênant dans cette affaire-là, c'est qu'on a une impression depuis un moment que on a un mouvement social, on le voit bien, il est compliqué. Il y a un mouvement social légitime, des revendications, des gens qui sont engagés, et il y a des casseurs. Et on a l'impression que toutes les opportunités sont bonnes pour salir, je crois que c'était une collègue qui le disait il y a un instant, dégrader, porter atteinte à ce mouvement social. En fait, ce que le gouvernement dit, c'est arrêtez-vous. En fait, arrêtez de manifester. C'est pas simplement arrêter de casser, c'est arrêter de manifester. Donc tout ça, effectivement, nous donne une espèce de sentiment à la fois d'amateurisme, voilà, d'amateurisme et de manque de contrôle de la parole. Alors vous l'avez dit, il se trouve que ce n'est pas la première fois que Christophe Castaner est au cœur d'une polémique à cause de propos maladroits ou dits déplacés. Je vais juste vous donner 3 exemples. Vous en avez déjà donné quelques-uns, j'en ai d'autres. Il y a eu cette plaisanterie jugée sexiste lors de la visite de la chanteuse Rihanna à l'Élysée en août 2017. Sa tenue était peut-être un poil trop ample, avait-il déclaré. Il a ensuite présenté ses excuses, parlant d'une malheureuse et maladroite réflexion de mec. Juillet 2018, lorsque l'affaire Benalla éclate, il définira la fonction du collaborateur de l'Élysée à sa manière, souvenez-vous. Je ne suis pas l'employeur de cette personne et je ne sais pas quelles étaient ses Emmanuel missions. Macron, son employeur. J'ai entendu dire qu'il était en charge de la logistique, notamment des bagages. Donc vous savez, ça peut faire rêver, on peut fantasmer tout cela, mettons les choses à leur place, sur la réalité de leur place. Voilà, bagagiste, une réflexion sur laquelle même Emmanuel Macron ironisera. Et enfin, le mois dernier, nouvelle polémique autour de ses propos sur les ONG qui aident les migrants. On est alors en plein G7 des ministres de l'Intérieur. Écoutez. Les ONG jouent un rôle essentiel pour apporter une aide aux migrants, cela ne fait aucun doute. Toutefois, en Méditerranée centrale, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. On a observé que certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants depuis les côtes libyennes dans des conditions effroyables. François Patria, est-ce qu'il y a de la maladresse chez Christophe Castaner ou même Laurence Rossignol parlait d'outrance? Je suis un peu choqué qu'on fasse de la politique sur des petites phrases. Ça me désespère un peu. De voir que c'est la même chose avec le chef de l'État. On reprend des petites phrases sur lesquelles je trouve qu'on peut s'expliquer. Mais en faire un événement politique à ce niveau me paraît être pas du niveau dont les Français peuvent attendre aujourd'hui la politique. Christophe Castaner fait preuve d'un professionnalisme et d'un sang-froid hors norme. 25 samedis, mais personne n'a jamais connu 25 samedis, avec des risques de mort. Je me souviens au mois de décembre, le 4e week-end, tout le monde redoutait qu'il y ait 7, 8, 10, 12 morts. Il n'y a pas eu un mort. Il y a eu des blessés, de part et d'autre, beaucoup de blessés, trop de blessés, mais il n'y a pas eu de drame. Et vous savez très bien que ce que redoute le plus le gouvernement, c'est qu'il y ait des drames, parce que ces drames dans l'opinion publique créent un profond malaise, une profonde colère, et qu'ils ont été évités. Donc, et chaque fois, ultimatum, il faut voir aussi de la façon, dans les policiers, quand vous entendez, personne ne reprend la phrase de manifestant qui dit « achevez-le » par le policier. Ça, c'est quand même une phrase qui me choque. « Achevez-le » à policier, ça fait bondir, monsieur Patrick Castaner ne bondit pas. Ça ne le gêne pas. Ça le gêne pas. Mais par contre, que le ministre d'y attaque, il est offusqué et il fait les naffes effarouchées. Ça me fait sourire. Il y a 2 poids, 2 mesures. Non, je pense qu'il y a 2 discussions possibles. Il y en a une sur le maintien de l'ordre et le bilan qu'on tire de la stratégie de maintien de l'ordre, qui quand même fait un peu réfléchir, parce que ce qui s'est passé à Paris, la technique de la souricière, on commence à regarder ce nouveau préfet de Paris. Moi, pour ma part, j'aimais bien le précédent. Donc, j'avais beaucoup de respect. On n'aime pas les préfets. On les respecte. C'est pas une affaire d'affect, les préfets. Mais j'avais beaucoup de respect pour le précédent. Et je regarde celui-là avec un peu plus de circonspection, parce que ce qui s'est passé à la Pitié-Salpêtrière, c'est la souricière. Une collègue, vous devriez la faire venir, qui était dans la manif, une sénatrice socialiste, et qui raconte comment elle-même, elle s'est fait prendre dans une rue fermée avec les grenades lacrymogènes, et comment il a fallu qu'elle sorte sa carte pour brevet et la parlementer, et c'est un piège, donc ça ne peut pas bien se passer. Moi, je ne suis pas une spécialiste, je ne vais pas aller loin. Je regarde. Il y a la question du maintien de l'ordre, et puis après, il y a la question des petites phrases et du style. Quand je comprends quand François Patria dit on fait de la politique avec des petites phrases, mais sauf que ces petites phrases, c'est pas des petites phrases volées, c'est des tweets. Un tweet aujourd'hui, c'est comme un communiqué de presse. Christophe, c'est pas les tweets, je l'ai entendu.
Non mais la phrase Rihanna, c'est un tweet. Et puis c'est de la communication officielle. Il y a des je ne sais pas, je ne tweete pas. Non mais voilà, c'est de la communication officielle. Ce qu'il a dit sur la Pitié-Salpêtrière, c'est une communication officielle du ministre de l'Intérieur. C'est pas une petite phrase, c'est pas du off, c'est pas un truc qui a été lancé dans un dîner et rapporté. Donc il faut et puis il tweete beaucoup. Il tweet aussi. Vous iriez jusqu'à dire qu'il y a un problème, Christophe Castaner, dans ce gouvernement, qu'il est le maillon faible? Oui, moi, je sais pas si il faut dire qu'il y a un problème, Christophe Castaner, dans ce gouvernement. Il y a d'autres problèmes. Enfin, il n'est pas le seul. S'il y a un problème, il n'est pas le seul, à mon avis. Et la question n'est pas individuelle. Mais en tout cas, il y a lui, parce qu'il a une fonction particulièrement importante, régalienne. Écoutez, moi, j'ai 2 ministres de l'Intérieur en tête. Il y en a un qui s'appelle Manuel Valls, l'autre qui s'appelle Bernard Cazeneuve. L'un comme l'autre ont été toujours extrêmement mesurés dans les propos qu'ils ont tenus, et Bernard Cazeneuve en particulier. Je vous mets au défi de trouver un dérapage de Bernard Cazeneuve. Vous avez raison. Ou une polémique suscitée par Bernard Cazeneuve. Nous avons cherché, mais nous en avons trouvé une concernant Manuel Valls, et vous faites parfaitement en enchaînement avec... Voilà. Sauf si vous voulez poursuivre. Non, mais Manuel Valls, plus fougueux incontestablement, mais Cazeneuve, rien. Donc il y a quelque chose, c'est Castaner, on a envie de dire, il faut que le stage s'arrête. Voilà, maintenant, il était balancé dans une fonction à laquelle il n'était pas forcément tout à fait préparé. Il a à côté de lui un type sérieux et solide qui est Laurent Nunez, voilà, qui est un homme qui connaît bien tout ça. Maintenant, il faut que Christophe Castaner se tienne, quoi. Il faut qu'il se tienne, qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Quand on est ministre de l'Intérieur, ça pèse lourd. Le moindre mot pèse très lourd. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de droit à l'erreur dans la communication. Pour aller plus loin, je voudrais effectivement qu'on revienne sur les polémiques provoquées par d'autres ministres de l'Intérieur. Dans l'histoire récente, Christophe Castaner est aujourd'hui sous le feu des critiques, mais j'allais dire c'est presque un classique. Écoutez. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Il mange des cochons, il boit de la viande. Il ne correspond pas du tout au prototype. C'est pas du tout ça. Il en faut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va. Quand il y en a beaucoup, qu'il y a des problèmes. C'est illusoire de penser qu'on règle le problème des populations roms à travers uniquement l'insertion. Et que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. François Patria, quand on réécoute ça, on se dit que la fonction de ministre de l'Intérieur est trop exposée, trop sujette aux critiques, que c'est de toute façon un poste extrêmement polémique et dangereux et qui du coup fait relativiser les polémiques autour de Christophe Castaner aujourd'hui? C'est surtout un poste d'immense responsabilité. Il faut être un peu un monstre à sang-froid pour le faire. Et je pense que dans sa fonction de ministre, dans les responsabilités qui sont les siennes, dans l'ordre qui doit être maintenu, dans la protection des populations qu'il entend assumer, Christophe Castaner assume complètement ses fonctions. Et ce n'est pas parce qu'il a une ou deux phrases. Vous savez, il faut reprendre l'attaque de l'hôpital dans le contexte où elle a été donnée. Le ministre vient voir un policier blessé à terre que certains veulent achever. Il rencontre ensuite le personnel de l'hôpital qui lui dit ce qui s'est passé, qui lui dit qu'ils ont été très choqués. À partir de là, il réagit par un mot sur lequel il est revenu après. Y a-t-il besoin de faire une polémique éternelle et penser que ça remet en cause et ses compétences, et son action, et son bilan? Moi, je salue, et d'ailleurs, le chef de l'État l'a fait aujourd'hui, je sais que c'est sincère, parce que j'en ai parlé avec lui, le chef du gouvernement, a dit qu'il accordait toute sa confiance à Christophe Castaner et qu'il entend le poursuivre. Et moi, j'ai toute confiance en Castaner, que je connais bien par ailleurs. Donc, je sais qu'il n'est pas bombardé là, parachuté là. Il s'était préparé, il souhaitait ce poste, il l'assume aujourd'hui. Il est, allez, je veux dire, si j'ai à des reproches, mais on est habitué aux reproches sur les ministres, je ne vois pas beaucoup dans le gouvernement quels autres ministres, d'ailleurs, on peut faire des reproches. J'ai entendu tout de suite ma collègue parler d'autres ministres qui pouvaient aussi être là. Je ne vois pas d'ailleurs lesquels, sur quel sujet. Mais en tout cas, Christophe Castaner, il est solide, il fait le job, et je pense qu'il mérite la confiance du chef de l'État. Laurence Rossignol. Écoutez, c'est une bonne nouvelle que le président du groupe majoritaire au Sénat nous dise qu'il a confiance dans le ministre de l'Intérieur et que le président de la République a confiance dans le ministre de l'Intérieur. Premier ministre, je me suis trompé. J'espère que le président de la République aussi. Bien entendu. Voilà, et que le Premier ministre, parce que déjà, nous, on a des doutes. Mais si sa hiérarchie en avait aussi, ce serait quand même assez inquiétant comme situation. Je veux dire pas là qu'il n'est pas sur la sellette et qu'il n'est pas menacé. Non, mais de toute façon, d'un certain point de vue, c'est pas le sujet parce que moi, je connais un peu ce monde. Il y a un problème de ressources humaines, c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on dise Castaner démission. Et après, il y a qui derrière? Ce qui est quand même un peu le problème de cette majorité, c'est que si c'est pour avoir Fauvergue, député, qui nous explique qu'il faut en finir avec qu'il faut oublier Malick Oussekine, alors que je pense que justement,
Il y a une jurisprudence de police en France qui ne date pas d'ailleurs de Malik Oussekine, qui est la jurisprudence Grimaud. Elle date de mai 68 et du préfet Grimaud, qui était un maintien de l'ordre sans mort. C'était ça. Voilà. Et si on élargit à la fonction de ministre de l'Intérieur, dont on voit avec les années, quand on regarde les archives, que finalement les critiques pleuvent en permanence sur chaque phrase de ministre de l'Intérieur, c'est un poste extrêmement exposé et qui provoque des polémiques, de fait. Est-ce que ça vous fait relativiser celle autour de Christophe Castaner? Non, ça ne me fait rien relativiser, ça me fait me rappeler avec encore plus de respect de Bernard Cazeneuve. Voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent... Alors évidemment, quand on compare avec Nicolas Sarkozy, d'un certain point de vue, c'est sûr que Castaner, par rapport à Sarkozy, il a encore du chemin à faire. Et puis, ça pareil, il n'y a pas la même volonté de provocation. Mais il faut quand même faire attention à une chose. Vous lui accordez au moins cela. Oui, non, le président de la République a mis en place une espèce de jurisprudence personnelle qui consiste à dire, d'ailleurs qu'il assume, qui dit « je dis ce que je veux, je dis ce que je pense, je choque si j'ai envie de choquer, je fais des gaffes si j'ai envie de faire des gaffes parce que c'est le fond de ma pensée ». Ce serait bien que cette posture se limite au président de la République et que tout le gouvernement ne prenne pas exemple sur lui. Voilà, parce que je vois aussi ça. Voilà, c'est le gouvernement décomplexé. Un président de la République décomplexé. On dit ce qu'on pense, on n'a pas de limite, on n'a pas de surmoi, et on n'est pas contraint. C'est l'ancien monde, il ne disait pas ce qu'il pensait, maintenant on dit tout ce qu'on pense. Il faut faire attention quand même à dire tout ce qu'on pense. François Patria. Oui, ça c'est un peu faux cul. Hein. J'entends bien, je le dis comme tel, parce que si on ne doit pas dire ce qu'on pense, on doit cacher ses sentiments, si on ne doit pas dire ses vérités avec son temps aujourd'hui, il y a les tweets, il y a tout, moi je ne le fais pas par ailleurs. Mais moi, je trouve que les petites phrases du Premier ministre, quand le président de la République, quand le chef de l'État dit que les Français sont des Gaulois turbulents, c'est la réalité. Quand vous en parlez, les gens à côté, ils vous disent, mais bien entendu que c'est vrai. Quand il dit... Juste, c'est pas politiquement correct, c'est ça? Non, mais voilà. C'est pas ça, François. Voilà. Mais François, il a échappé à personne. La phrase sur les Gaulois, c'en est une. Mais par exemple, à la gare du Nord, on croise des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Je vais le reprendre. Non, mais tout à fait. Il y a des gens à la gare du Nord. Oui, mais on ne va pas faire l'exégèse de ces petites phrases. Et puis il y a des gens qui sont assignés à résidence, qui se sentent rien. C'est vrai, c'est la réalité. On ne va pas faire l'exégèse de ces petites phrases. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne va pas faire l'exégèse de toutes ces petites phrases. Mais on a tous observé. C'est pas péjoratif de le dire. On a tous observé que dans le mouvement des Gilets jaunes, toutes ces petites phrases-là sont ressorties. C'est-à-dire qu'elles ont parce qu'elles ont été manipulées, sorties de leur contexte et travesties. Mais on vit dans un monde où il y a même, on vit dans un monde où maintenant la vidéo, l'info, il y a toujours c'est brut d'un certain point de vue. Il faut le remettre dans le contexte. Avant la manipulation, il y a la brute, il y a l'image remettre dans son contexte. C'est-à-dire que vous revendiquez une certaine franchise et vous dites qu'il faut au contraire peser ses mots, être modéré. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que toutes ces petites phrases qu'on peut justifier, mais même le président de la République, il ne les justifie pas toutes. Hein. Même lui a dit aux gens dans sa conférence de presse qu'il y en a qui ont été pas heureuses. Je ne les ai pas pris au second degré, mais pas au premier degré. Je ne sais pas comment... Oui, mais ce que le pognon de dingue, par exemple, ça ne m'a pas choqué. Toutes ces petites phrases, celle-là, elle est tellement choquante parce qu'elle est mise en scène en plus. C'est ça le problème de celle-là en plus. Non, mais il nous reste quelques secondes. Il nous reste quelques secondes. Ce que je voulais dire à ce propos, c'est que toutes ces phrases, on les a vues ressortir comme autant de blessures chez les gens qui sont descendus sur les ronds-points au mois de novembre. Donc, est-ce qu'on peut, le gouvernement, ce 7 mai, les juger sur ses actes et sur ses lois et pas sur ces petites phrases? Voilà. Oui, mais il est jugé sur les actes, c'est sur les lois votées qui comptent aujourd'hui. C'est sur le pouvoir d'achat qui monte aujourd'hui. C'est sur les impôts qui montent aujourd'hui. C'est pas les petites phrases. Elle crée de la politique, elle crée du conflit, elle crée de la tension dans le pays. Et ça, c'est aussi de la politique. Quand les gens sont dans la rue, c'est de la politique. C'est de la politique. Et on doit s'arrêter là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées spécial sénateur, vous l'avez compris, et sénatrice. On va plus loin, continue avec notre grand débat. #OVPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. On va s'arrêter sur la place de l'écologie dans la campagne des européennes. Mis de côté pendant des années, le sujet devient central. On a l'impression que tous les partis sont écolos et rivalisent de propositions environnementales. Hier soir, c'est Emmanuel Macron en personne qui a annoncé toute une série de mesures pour préserver la biodiversité. Est-ce un vrai tournant? On va en débattre avec nos invités après le sujet de Jérôme Rabier. Le rapport de l'ONU sur la biodiversité a-t-il réveillé l'ambition écologique d'Emmanuel Macron? Le chef de l'État a en tout cas profité de sa présentation à Paris pour renouveler des engagements et faire de nouvelles annonces. Parmi les nouveautés, l'abandon du projet de mine d'or en Guyane, l'extension des aires protégées et la promesse de passer en revue les aides fiscales et budgétaires en matière d'écologie. Pour André Gattolin, écologiste converti au macronisme, ce virage est important.
Il était temps parce que on avait l'impression qu'une partie de la composante importante de cette majorité, finalement, n'était pas entendue. Eh bien, il est important aujourd'hui que cela soit relancé et que ce soit non pas Nicolas Hulot ou François de Rugy qui s'en fassent les porteurs, mais le président de la République lui-même. Des engagements écologistes d'Emmanuel Macron qui coïncident avec la campagne des élections européennes. Pour les tenants d'une politique plus ambitieuse, il faudra que ces annonces soient suivies des actes. Je suis heureux de voir qu'il s'intéresse enfin à la biodiversité. Peut-être que pour le bien de la planète, ça serait intéressant qu'on ait des élections tous les 15 jours, puisque j'ai l'impression quand même que ces élections européennes lui feront prendre conscience qu'il y a quand même une urgence. En plus des nouveautés, Emmanuel Macron a réaffirmé d'autres objectifs. 100% de plastique recyclable en 2025, réduction de 50% des pesticides à la même échéance, ou encore une lutte accrue contre le gaspillage alimentaire. Avec nous pour le grand débat dont on va plus loin ce soir, Ronan Dantec, bonsoir. Bienvenue, sénateur écologiste rattaché au groupe RDSE de Loire-Atlantique. Yann Verling, bonsoir, ambassadeur délégué à l'environnement, conseiller régional d'Île-de-France, conseiller de Paris. Corinne Lepage, bonsoir, présidente du mouvement CAP 21, le Rassemblement citoyen, ancienne ministre de l'Environnement, ancienne députée européenne. Et Brice Lalonde, bonsoir, bienvenue à vous également, bonsoir. Président de l'association Équilibre des énergies, ancien ministre de l'Environnement. Je voudrais faire un premier tour de table sur ces annonces présidentielles qui ont marqué la soirée d'hier. Emmanuel Macron qui semble se poser en défenseur de la biodiversité. Brice Lalonde, est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce qu'il fait campagne? Comment vous voyez cela? Je trouve excellent qu'il fasse des réserves, qu'il en annonce, et surtout les réserves marines. Parce que ce qui compte maintenant pour préserver la mer et la biodiversité marine, c'est de faire de très grandes réserves dans lesquelles la chaîne alimentaire, les grands animaux puissent se reconstituer. Donc ça, vous le saluez? Oui, pour ça, très bien. La plupart des annonces d'hier soir étaient peut-être finalement des confirmations d'objectifs, non, Corinne? Oui, non, je suis d'accord avec Brice, les réserves, c'est très bien. Le reste, franchement, la montagne d'or, j'espère que c'est un arrêt, mais j'aurais aimé qu'ils disent on le fait pas, c'est pas ce qu'il a dit. Pour le reste, sur les pesticides, je disais à mon voisin, c'est déjà ce qu'on avait décidé en 2010. Ça me fait penser au type qui dit j'ai arrêté de fumer très souvent. Voilà, tous les matins, c'est facile. Voilà. Ronan Dantec. Je pense qu'on arrive un peu au moment de vérité. C'est-à-dire que le rapport scientifique, la synthèse des décideurs, parce que cette synthèse, c'est quand même quelque chose qui est vu avec les gouvernements, c'est poli au niveau des phrases, dit quand même d'abord la responsabilité écrasante des modèles agricoles. Donc il va falloir changer de modèle agricole, dit qu'on ne peut plus continuer comme ça. Le président dit, ben voilà, le constat est cruel, c'est son mot, mais derrière, il va falloir qu'il explique comment il change de modèle agricole. Et là, je pense qu'un certain nombre de lobbies vont se réveiller. Alors qu'on ait quelques réserves en plus, c'est bien, ça ne suffira pas. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de décisions, y compris dans les dernières, que la France puisse continuer à exporter des pesticides interdits chez nous, ailleurs dans le monde. En 2015, enfin 2025, c'est des mesures inqualifiables en termes d'impact négatif sur la biodiversité, votées par des sénateurs et des députés. Donc il va falloir qu'ils mettent tous ces actes à la hauteur des paroles de hier soir. Yann Verling, il y a pas mal de critiques autour du chef de l'État, certains disant qu'il utilise la carte verte pour relancer la campagne des Européennes, pour s'impliquer, qu'il agit sous la pression de l'actualité, qu'il réagit au rapport des experts de l'ONU, un peu dans l'urgence comme ça, pour montrer qu'il est impliqué. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je dis que chacun fait son travail de faire de la polémique là où il n'y a pas lieu d'en avoir forcément, mais... D'abord, la session des scientifiques de la biodiversité qui s'est réunie à Paris pendant la semaine, c'est la France qui a voulu l'accueillir. Parce que nous avons envie de dire que nous sommes engagés sur cette question-là à l'échelle internationale. Deuxièmement, on accueille l'année prochaine le congrès international de l'UICN. C'est un congrès... L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est un organisme très important qui se réunit tous les 4 ans. C'est 10 000 participants à travers la planète. C'est l'organisme qui fait référence, qui classe notamment en liste rouge les espèces menacées. Là aussi, nous avons voulu accueillir cet événement en France. Il faut vraiment aussi regarder les choses en se comparant. La France aujourd'hui est locomotive sur les questions de biodiversité dans un environnement diplomatique où il y a beaucoup de gens qui veulent reculer, beaucoup de pays qui veulent reculer. Et c'est un combat difficile. Et j'ajoute à ça que le président de la République qui reçoit les scientifiques, le bureau des scientifiques là hier qui a été reçu avec le président, j'y étais à cette réunion, on a eu une conversation très constructive avec 2 aspects. Le premier, c'est qu'il faut conserver mieux
la nature là où elle est encore préservable, et c'est cette histoire des aires protégées. Aujourd'hui, la tendance est à dire qu'il faut protéger 30% de la planète, sur la Terre comme sur la mer. Et le président de la République a pris cet engagement hier. Il a dit, en France, en métropole et en outre-mer, on va protéger 30% de la terre et 30% des aires marines. Mais il a été au-delà. Il a dit, il y a aussi des enjeux en dehors de ces aires protégées, les 70% du reste. Hein. Et là, il va falloir changer les choses sur les questions de l'agriculture. Il a dit des choses très fortes hier sur la question de l'agriculture. Il a parlé des pesticides. Certes, c'est des engagements qui avaient déjà été pris par les précédents gouvernements. Il va falloir maintenant les tenir, ces engagements. Il a redit qu'il était pour une sortie du glyphosate en 3 ans. Donc vous êtes convaincu qu'il ira jusqu'au bout? Vous savez, on peut dire qu'il y a une campagne européenne, mais le rendez-vous de l'IPBES, il est prévu depuis des mois et des mois. Vous ne pensez pas bien qu'on ne l'a pas improvisé, là, juste parce qu'il y a des élections européennes. Donc il faut arrêter aussi des polémiques qui vraiment sont ridicules. Alors il y a quand même un contexte, je le disais en introduction, on a l'impression aujourd'hui que tous les partis veulent afficher une carte écolo. Est-ce que c'est un effet de mode? Je vous poserai la question dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on regarde les programmes de quelques partis, pas tous évidemment parce qu'on n'a pas le temps. La République En Marche d'abord, fin des voitures à essence et diesel d'ici à 2040, la taxation du kérosène sur les vols intra-Union européenne, l'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures et un plan d'investissement d'1 milliard d'euros d'ici à 2024. Au Rassemblement national aussi, figurez-vous, et c'est peut-être un peu nouveau, quelques propositions, même si c'est loin d'être central. Stop aux éoliennes, investir dans l'hydrogène et développer les énergies maritimes. Europe Écologie Les Verts, évidemment, toutes les propositions sont tournées vers l'environnement. Je vous en donne quelques-unes. Une économie résiliente au service de l'humain et de la nature, respecter la biodiversité, l'animal, mieux protéger les forêts, une haute qualité pour tous. Alors chez LR, c'est un petit peu moins flagrant. Frédéric Pechnard, lui, s'en défend. Il était l'invité de Public Sénat ce matin, on l'écoute. Nous avons des idées et j'ai envie de vous dire, c'est une évidence. Pour moi, l'écologie, très honnêtement, c'est un peu comme la sécurité, ce sont des valeurs en soi. Alors l'écologie a été un peu confisquée par la gauche, une écologie punitive, mais moi c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Tous les partis politiques confondus et tous les pays confondus doivent faire un effort pour ça. C'est quoi la mesure phare dans votre programme? Vos opposants disent qu'il n'y a rien dans votre programme sur l'écologie. D'abord, c'est pas vrai. Personne n'a à nous donner de leçons d'écologie. Personne n'a à leur donner de leçons. On a quand même on peut quand même, s'ils veulent, on peut les aider. Alors, peut-être pas, mais est-ce que vous partagez ce sentiment qu'aujourd'hui, tout le monde se sent écolo, que tous les partis intègrent une partie écologique dans leur programme? Oui, quand même. Il y a les actes et les paroles. Il est très gentil, M. Pechnard. Moi, j'étais au Parlement européen pendant 5 ans. J'ai vu où votaient ses camarades du PPE, très franchement. Chaque fois qu'un lobby qui demandait quelque chose, quasiment, il le soutenait. Alors, il faut peut-être arrêter. Parce que sur la chasse à la glu, la majorité républicaine s'est battue jusqu'au sang contre la chasse à la glu au Sénat, peut-être. Donc non, c'est vraiment pas dans le logiciel républicain, ça au moins c'est certain, ni dans le logiciel du Front National, bien du Rassemblement National. Quel est votre regard? Est-ce que vous diriez qu'il y a un effet de mode Non, moi je pense que... Alors je ne suis pas d'accord avec mes petits camarades. Allez-y, dites-le. Moi je pense que l'écologie, ça s'adresse à toute la population, que c'est une affaire extrêmement importante. Tous les partis doivent s'en emparer. Alors, ils s'en emparent à leur façon. Donc, on peut critiquer tel ou tel parti. Mais au moins, c'est absolument indispensable que tous les partis s'en occupent. C'est comme le social, l'économique, le culturel. Eh bien, il y a l'écologique. Vous n'y voyez pas de stratégie électoraliste? Oui, mais il y a quand même un échec idéologique de la droite dans son incapacité à avoir un programme écologique. La droite, c'est le Grenelle de l'environnement. Ça a été une date extrêmement importante. Mais derrière en termes de mesures, quand lui-même, Nicolas Sarkozy a dit l'environnement ça suffit, c'est que l'environnement nécessite, et c'est le président de la République actuel qui l'a dit, un changement de modèle de production économique. La droite française et la droite libérale n'y est pas prête du tout. C'est quand même ça, c'est un fait politique. On n'a pas d'exemple aujourd'hui d'une droite qui a été en capacité d'avoir des résultats quantitatifs. Tu es dans un parti politique et donc c'est normal que tu défendes ton parti politique et que tu critiques les autres. Moi, je suis un petit peu en dehors. C'est pas ça la question. Et personnellement, je pense qu'au contraire, c'est tout à fait passionnant aujourd'hui de demander à tous les partis politiques quel est leur programme et éventuellement de le critiquer. Mais Brice, mais à condition qu'il y ait des résultats. Mais à condition que ce soit vrai, que ce ne soit pas de l'affichage, que ce ne soit pas du pipeau. Pour parler clairement, et que quand tu es au bord du mur et que tu as quelque chose à voter, tu votes pas le contraire ou presque de ce que tu as soutenu. Parce que sinon, c'est une catastrophe, parce que tu donnes l'impression aux gens que tu t'occupes de quelque chose alors qu'en réalité, tu fais rien. Donc ça, c'est pas possible. On peut plus s'amuser à ces choses-là. À partir du moment où chacun d'entre nous reconnaissons la gravité de la situation écologique, tous les partis sont obligés de faire quelque chose. Pourquoi ils ne le font pas? Je te retourne la question. Ils le disent, mais ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas?
Mais c'est ce que vous dites, vous. Attendez, ils ne sont pas au gouvernement pour l'instant. Je ne sais pas. Là, ils ont tous. Mais ils on se les sont voit tous voter, succédé on les depuis voit 20 ans. voter Et dans la situation, c'est le dernier rapport du GIEC Vous sur le devriez climat. encourager les autres. Au lieu de les critiquer je dès pense qu'ils qu'on veulent est. faire un pas vers vous, vous les critiquez. Non, c'est pas ça la question. C'est plus ça la question. Moi, je suis quand même quelqu'un d'ouvert à toutes les propositions politiques et je ne crois pas que je fasse beaucoup d'affichage et de posture politicienne. Simplement, il faut des résultats. Et pour qu'il y ait des résultats, il faut des choix lourds. Ces choix lourds, une partie de la population et de la classe politique qui les représente ne veut pas les faire. C'est ça la réalité. Donc il faut construire d'autres coalitions, c'est le jeu politique normal et sain, mais aujourd'hui, une bonne partie, c'est ce que vient de dire Corinne Lepage, face au mur, face à la décision, on trouve une majorité au Sénat pour réintroduire l'exportation des pesticides les plus dangereux produits en France pour ailleurs parce qu'ils sont interdits en France. On trouve une majorité pour la chasse à la glu. On trouvait même une majorité contre la loi Hulot sur l'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures. C'est ça la réalité politique et notamment la réalité politique de la droite française. On a un mystère, effectivement, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a des paroles très fortes, mais Jacques Chirac en a eu en son temps. La question des prochains mois, c'est est-ce que derrière ces paroles fortes, et il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu des paroles fortes sur l'environnement, sur la planète qui brûle, est-ce qu'il y aura les mesures qui, y compris, impactent durement nos modèles et permettent leur transition. Mais ce que nous dit Brice Lalonde, et vous allez me dire si je me trompe, c'est qu'en fait la bataille est déjà gagnée, la bataille des idées, la bataille de l'opinion, puisque l'écologie la bataille n'est pas faire... gagnée, tout s'écroule. Non, la bataille des idées, c'est-à-dire que l'écologie semble faire partie aujourd'hui de tous les partis politiques. La bataille des idées reste sur la table, y compris, et c'est le sujet de ce soir, pour qu'on ne reste pas uniquement sur cette question de la droite française, la bataille européenne. C'est-à-dire, le vrai débat européen sur l'environnement aujourd'hui, c'est pas celui qui va proposer le plus. On va prendre le programme d'En Marche. Pour prendre un exemple, Nathalie Loiseau dit... Rapidement, parce que je voudrais que Brice Lalonde et Yann Vergne... Je vais défendre donc la taxation sur le kérosène. Mais il y a des pays européens qui n'en veulent pas. Donc si ça ne marche pas, est-ce qu'elle dit aussi, et si ça ne marche pas, je le ferai quand même en France. Ça, c'est pas dans son discours. Et là, quand j'ai proposé l'amendement ici au Sénat, y compris très simple, puisqu'il s'agissait d'indexer la taxe carbone sur le prix du carbone, là, la majorité... macroniste, le gouvernement a dit non. Donc qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? C'est ça la question. Yann Vergne, puis Brice Lalonde. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie politique à commenter l'inaction des gouvernements. Et à un moment donné, je me suis dit que c'était peut-être facile et qu'il fallait passer un petit peu de l'autre côté de la barrière, se relever les manches et faire. D'ailleurs, je ne vous fais pas le procès de ne pas être dans cette idée-là. C'est qui le vous? Je ne fais pas ce procès, mais... vous, oui, sur ce plateau, parce que sur ce plateau, vous êtes plutôt tous les deux à être critiques des actions gouvernementales. On est tous les deux actifs. Mais Corinne a été ministre, donc elle sait ce que c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que vous savez mieux que tout le monde que entre la vision aujourd'hui qui est de plus en plus partagée quand même, sur le fait qu'on sait quel chemin grosso modo il faut qu'on prenne, une agriculture moins intensive, qui respecte les terres, moins de gaspillage alimentaire, moins de gaspillage tout court d'ailleurs, des aires protégées, enfin bref, on sait les directions, on sait les objectifs, et d'ailleurs à l'échelle internationale, je pense qu'on va définir des objectifs beaucoup plus ambitieux que ce qu'on avait décidé. Après, c'est la question de la faisabilité. Mais évidemment, il y a même... pour tout le monde, que ce soit pour les décideurs politiques, les décideurs économiques. D'ailleurs, on n'est que des politiques là, mais ce serait bien qu'on ait un jour des plateaux mixtes avec des chefs d'entreprise, parce que... ça nous arrive de le faire. Voilà, mais parce que sur cette question environnementale, les politiques ne peuvent plus tout. Il faut embarquer des grandes entreprises, des grandes multinationales et les citoyens également. Et donc, le chemin, on sait à peu près où. Mais il y a une espèce de zone là, de zone intermédiaire entre le maintenant et le futur. C'est le comment on fait. Et on voit bien qu'il y a plein de choses à quoi on est pas prêt à renoncer. Le comment. Non, mais il y a beaucoup de choses. Connaît. C'est difficile de faire. Parce que quand vous retournez vers les gens, par exemple, sur un certain nombre de décisions qu'il faut qu'on prenne au quotidien, les gens ne sont pas tout à fait prêts à prendre ces décisions parce qu'elles sont difficiles. Donc, il faut qu'on y travaille ensemble, c'est ça que je veux dire. Et c'est pas simple. Et je parle que de la France qui est la plus engagée à l'échelle internationale. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas la France qui a les meilleurs résultats à l'échelle internationale aujourd'hui. Sur quoi, par exemple? Sur la baisse des émissions de CO2, la France, ça augmente, la Suède, ça baisse, parce que la Suède a mis un prix du carbone à $120 et la France vient de le bloquer. Mais sur les questions et c'est la réponse qui a été apportée aux Gilets jaunes. Pas mauvais. Corinne Lepage voulait intervenir. Oui, enfin, ça dépend, parce qu'on est un des seuls pays industrialisés, même le seul, à avoir une forêt tropicale.
qui est la forêt guyanaise, je ne suis pas sûre qu'on la protège comme on devrait la protéger. Non, mais non, moi, je ne crois pas. Bon, mais quel exemple tu as? Parce que regarde ce qu'on autorise en Guyane. Par exemple? Par exemple, la Montagne d'Or. Justement, il fallait entendre le président hier qui a dit sur la question de la Montagne d'Or, ce n'est pas compatible avec les objectifs de la France aujourd'hui. C'est quand même une parole assez claire. Oui, enfin, il n'a pas dit. Si c'est le seul exemple, je ne peux pas dire que la Guyane soit protégée. J'attends de voir la décision qui sera prise. J'attends de voir. Non, ce que je voulais dire, c'est que je comprends très bien, Yann a raison, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire tout de suite. Oui. Mais il y a des choses qui ne sont pas acceptables parce qu'elles vont directement contre ce qu'il faudrait faire. Et ça, on peut éviter de le faire. Exemple, je ne vais pas revenir sur EuropaCity. Des centaines d'hectares de bonnes terres agricoles au nord de Paris. On a vraiment besoin d'EuropaCity. Il faut peut-être arrêter aussi. On ne peut pas en même temps dire on va faire de... C'est peut-être le problème du en même temps. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas faire EuropaCity et dire qu'on protège les terres et qu'on va faire 0% des prises agricoles. Alors, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des choses... On ne peut pas tout faire tout de suite, c'est vrai, mais on peut ne pas faire le contraire de ce qu'il faudrait faire. On va prendre un peu de recul, je voudrais qu'on remonte un peu dans le temps. Court rappel historique, le mot écologie qui apparaît, vous le saviez certainement vous, mais le téléspectateur peut-être pas, en 1866. Il a été inventé par un naturaliste allemand, Ernest Haeckel. Dans les années 30, l'écologie scientifique apparaît aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien parce que le pays est touché de plein fouet par ce qu'on a appelé le Dust Bowl, traduisez bol de poussière. Une série de tempêtes dues à un enchaînement d'années sèches, chaudes et à des pratiques agricoles intensives. En France, la pensée de l'écologie politique apparaît dans les années 60, notamment chez les 68A. Avant peut-être, alors vous corrigerez dans un instant. Et c'est en 1974, ça c'est certain, que se présente le tout premier candidat sous l'étiquette écolo à une présidentielle. Il s'appelle René Dumont et il est clairement, c'est très étonnant aujourd'hui, obligé de justifier le bien fondé de sa candidature. Souvenez-vous. Je ne suis pas un candidat doux rêveur. J'ai 45 ans de travail agronomique sur le terrain ou 45 ans de travail d'enseignement, surtout à l'Institut national agronomique de Paris. Donc, dire que je suis un candidat pas sérieux, c'est tout de même s'avancer un peu vite. Quand on va étudier les problèmes au village, avec les paysans, avec les agriculteurs, on doit être sérieux. Par ailleurs, si je n'étais pas sérieux, est-ce que j'aurais été choisi par plus de 50 associations, représentant plus de 100 000 adhérents? Alors, pour info, en 1974, il obtiendra 1,32% des suffrages. Brice Lalonde, est-ce que entre 1974 et maintenant, on peut se dire que quand même un chemin immense a été parcouru sur le plan écologique? Un chemin immense a été parcouru sur le chemin écologique. Non seulement à l'époque, donc c'était un marginal, comme on disait, et on n'arrivait pas à savoir s'il fallait y rire ou s'il fallait au contraire prendre ça au sérieux. Aujourd'hui, tout le monde prend ça au sérieux. C'est une affaire extrêmement grave. Et c'est devenu une affaire mondiale et géopolitique, avec la COP21 qui a été un très grand succès grâce à la diplomatie française, et puis l'arrivée de M. Trump et de M. Bolsonaro et d'autres. Et donc, pour les élections européennes, c'est très très important de comprendre qu'on a absolument besoin d'une Europe forte pour porter la parole de l'écologie planétaire au niveau du monde. Et si vous voulez, Trump, c'est très important. Devant toutes les menaces que nous avons, ou bien tout le monde est solidaire et nous travaillons ensemble à trouver la solution, ou bien c'est chacun pour soi. Et le drame avec Trump et Bolsonaro, c'est chacun pour soi. Il faut combattre ça et on a absolument besoin de l'Europe pour ça. Donc oui, c'est le triomphe de l'idée écologique. On ne peut pas avoir une société harmonieuse et une économie qui fonctionne en détruisant la nature. On a besoin de la nature. Donc tout le monde le sait maintenant. Alors maintenant, mesdames et messieurs les politiques, à vous. On a mis du temps. Ronan Dantec, quel est votre regard sur cette évolution? On voit que c'est frappant. Plusieurs choses. D'abord, l'invention de l'écologie politique, à mon avis, c'est cette phrase très forte sur l'avènement de la civilisation de la barbarie mécanique. Et c'est Albert Camus. Et c'est en août 1945, un éditorial dans Combat, 2 jours après Hiroshima. Et que dans l'idée d'écologie politique, il y a cette idée qu'à un moment, c'est l'avenir même de nos sociétés. Donc c'est un humanisme qui est le socle. Et on parle assez peu de Camus dans l'histoire de l'écologie politique, alors qu'à mon avis, c'est le vrai socle. Et le socle est lié à Hiroshima et avec cette idée de risque de disparition de l'espèce humaine. On a fait beaucoup. Moi, je suis plutôt un optimiste de nature, un peu comme Brice. On se connaît tous bien autour de cette table et on est tous des acteurs qui essayons de grappiller jour après jour des amendements. Là, on discutait des plans nationaux d'action sur les espèces protégées que j'ai passé dans la biodiversité. On a l'albatros, on l'a mis. Et si on mais dézoome, malgré tout, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec Yann,
malgré tous ces petits pas, toutes ces actions positives qui ont permis de préserver un certain nombre d'espèces, de réintroduire des bouquetins, des ours, mais on se débrouille moins bien que les Italiens sur les ours ou les Espagnols. L'effondrement de la biodiversité banale ces dernières années, 40% de passereaux en moins. Plus de moustiques sur les vitres, ça veut dire que ces petits pas se sont fracassés sur des évolutions beaucoup plus structurantes, notamment de l'agriculture française, et que là, on n'a jamais eu de gouvernement capable de dire au monde agricole, on va passer un autre accord avec vous, parce que ça coûte extrêmement cher, parce que le lobby agricole et agroalimentaire est extrêmement fort, et on est dans ce moment-là. Et le glyphosate, ça va jouer là. Emmanuel Macron dit dans 3 ans, vous verrez ce que vous allez voir. Il y a eu une magnifique loi au Sénat d'un de tes collègues, M. Labbé. Cette loi... Oui, j'en étais le rapporteur. Donc, formidable. Cette loi interdit tous les pesticides pour les jardiniers du dimanche et autres. Oui, c'est remarquable. Mais elle ça est en application. Ça n'empêche pas les autres. Ça n'empêche pas. Et nous, à Nantes, on l'a fait en 2002. Donc, quand on parle des petits pas, on en a tous fait autour de la table. C'est pas un concours entre nous, on en a tous fait. C'est que malgré tout, ces petits pas, arriver à l'idée que la ville et le refuge des insectes et de la biodiversité, c'est une aberration. Donc on connaît aujourd'hui les grandes difficultés, il faut changer le modèle agricole, c'est extrêmement lourd. Il faut changer... des grands pas, il ne faut pas des petits pas. Oui, on ne peut plus. Voilà, et ça, c'est des nouveaux compromis. Moi, juste pour finir là-dessus, moi, je suis prêt dès demain au compromis avec En Marche, au compromis avec la droite, si on trouve de vrais accords, des compromis de société. Pour l'instant, ils ne sont pas sur la table, et ils ne sont pas sur la table de la campagne des Européennes. Parce que là, on aligne plutôt des propositions à celui qui en proposera le plus, mais personne n'écrit où est le compromis européen. Et celui-là, il est compliqué. De rassurant. Regarde Monsanto. Monsanto a été racheté par Bayer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'action de Bayer s'effondre. Oui, mais c'est pas grâce au... La totalité des actionnaires disent pourquoi tu as racheté Monsanto? C'est pas grâce, mais c'est pas du tout grâce au gouvernement. C'est grâce à qui? C'est grâce aux citoyens et à la justice. Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est précisément, c'est que devant une forme d'impuissance des États, ce sont les citoyens qui agissent. Vous avez 1200 procès de justice climatique dans le monde aujourd'hui. Vous avez des milliers de procédures contre les pesticides dans le monde. Il y en a 15 000 qui suivent aux États-Unis derrière les 2 qui ont été gagnés. Vous en avez en France, cette pression en populaire, Europe. cette pression qui fait aussi que les partis sont il a raison. Monsanto, Bayer a perdu 40 ou 50% de sa valeur, mais c'est pas grâce aux lois. C'est grâce aux juges et aux populations. Et aux gens qui mettent de l'argent là-dedans, qui se disent « Oh là là, où j'ai mis mon argent ?» Et si vous voulez ce qui se passe en ce moment dans les pesticides, c'est une invention française. Vous avez maintenant des sociétés qui fabriquent des phéromones, c'est-à-dire des parfums qui attirent les insectes mâles. Plus besoin de pesticides, d'insecticides. La fin des insecticides est pour bientôt en France et dans le monde. Et la France je est reconnais pionnière ton optimisme habituel et on a besoin de ne pas rentrer dans le fatalisme parce que ce qu'on voit arriver quand même, et l'exemple de Monsanto est intéressant, c'est des opinions publiques dont une part est très mobilisée aujourd'hui sur les enjeux environnementaux en disant c'est la priorité, qui considèrent que les gouvernements ne peuvent plus et qui se détournent du politique. Et ça c'est extrêmement grave parce que demain ça peut être aussi de l'affrontement violent que de l'action directe sur l'environnement en considérant que le politique ne peut pas. Mais ce que j'ai dit à certains de mes camarades sénateurs, sur la chasse à la glu, pour quelques voix grappillées pour une élection sénatoriale, c'est des messages tragiques donnés à la population française, aux gamins qui ne supportent pas l'image d'un pinson collé. Et là, on ne fait pas notre boulot de politique. Et ce risque-là, d'une coupure entre le politique, les gouvernants et la population mobilisée sur l'environnement, il est plus très loin. Et toute la montée de la collapsologie, c'est ça aussi. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Quel est votre regard sur ces 45 ans d'écologie politique ou plus, si on remonte jusqu'à Camus? Vous diriez que l'évolution est trop lente et que finalement, les politiques finissent par agir sous la pression de l'opinion qui a peut-être mieux pris conscience des choses? D'abord, je pense qu'effectivement, tous les combats menés, tous, ont été utiles. Qu'ils soient radicaux, qu'ils soient moins radicaux, ils ont tous été utiles. Toutes les campagnes électorales qui ont été menées par les écolos, avec les scores électoraux parfois très élevés, tout ça a été utile. Et moi, je suis très fier d'avoir participé à tout ça aussi. Et qu'aujourd'hui, je trouve même qu'il y a une jeune génération qui va plus loin même que tous les décideurs en place. C'est-à-dire qu'on a fait des travaux assez importants pendant des années de sensibilisation à l'école, etc. Et aujourd'hui, cette jeunesse, elle est totalement convaincue qu'il faut qu'on aille vite, qu'on aille loin, et qui nous met la pression. Bon, tout ça est extrêmement positif, mais il y a beaucoup de
frein, parce que la société, elle a été construite autrement. Voilà. Et le changement de modèle, il faut le faire, mais il ne va pas être si facile à faire. Et puis c'est quand même une question de ténacité et de persévérance. C'est pas une question de trucs spectaculaires tout d'un coup, des annonces. Non, c'est un effort permanent. Et ça, c'est sur des dizaines d'années. C'est quand même des grands choix économiques. C'est des grands choix. C'est des grands choix de régulation économique. Souvent au calendrier politique et économique qui est très très court. Quoi. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Fin de cette émission. Nous, on se retrouve jeudi en direct à 18h30 sur Public Sénat. Sachez que l'invité de Territoire d'Info jeudi sera Jérémy De Serle, numéro 4 sur la liste Renaissance aux Européennes. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.